Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vous retrouve encore avec les cheveux mouillés. Je pense que ça va finir par être une signature sur cette chaîne. Et oui, je sais que je ressemble à Mike dans Stranger Things. À chaque fois que je vais en soirée ou en boîte, on me le dit. C'est bon, j'ai compris, effectivement, avec cette coupe-là, peut-être que je ressemble un petit peu à Mike de Stranger Things. Et effectivement, c'est peut-être pas le personnage le moins agaçant de la série. Mais en même temps, est-ce que moi... Enfin bref, ça colle peut-être avec ma personnalité de drama queen aussi, je n'en sais rien. Parlons livre. Aujourd'hui, je viens te parler de mes lectures de cet été. Voilà, c'est assez traditionnel, hein. Vous avez dû voir beaucoup de vidéos avec exactement le même intitulé. Moi aussi j'en fais partie, puisqu'il faut bien que je vous parle de tous ces livres que j'ai lus durant les 3 derniers mois. Parce que en plus j'ai pas mal de choses à dire. J'ai commencé mon été en lisant un roman, un classique, Mémoire d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. Alors je vais pas tergiverser longtemps sur tous ces livres-là, et surtout en fait sur ces livres que j'ai lus il y a plusieurs mois maintenant. Euh, Parce qu'en fait, voilà, plus on s'éloigne, plus effectivement il ne reste que des souvenirs de ce qu'on a lu. Et ce qui me reste de ce livre-là, c'est surtout évidemment la plume de Yourcenar que je trouve très riche, très fluide aussi en même temps. C'était plus ou moins compliqué cette lecture parce qu'en fait je ne suis pas très intéressé par l'Antiquité et que j'avais des manques, je pense. J'ai encore d'ailleurs des manques, mais j'ai appris aussi beaucoup de choses du coup grâce à ce livre. On est dans la vie de l'empereur Adrien qui fait ses mémoires. Donc du coup Marguerite Yourcenar se met dans la peau de cet empereur qui est à la fin de sa vie et qui du coup fait une grande rétrospective sur tout ce qu'il a accompli, sur sa vie à la fois politique et à la fois personnelle. Donc en fait c'est très intéressant parce que on a l'impression que c'est Adrien, on a l'impression que c'est l'empereur Adrien qui nous parle directement. Et ça je trouve ça très bien fait et c'est aussi je pense ce pourquoi ce livre est devenu un classique et pourquoi il a été encore aujourd'hui plébiscité par beaucoup de critiques et voilà. Je pense que c'est justement par cette faculté qu'a eu Marguerite Yourcenar de se mettre dans la peau de l'empereur Adrien et je pense que historiquement ça a l'air quand même de pas mal coller. J'ai pas fait de recherche sur la question, mais et comme je dis, j'ai des manques aussi en antiquité, mais ça avait l'air plus vrai que nature. Et j'ai réussi, même si je n'aime pas forcément l'Antiquité, même si je ne suis pas forcément intéressé par cette période, j'ai quand même réussi à me plonger dans la vie d'Adrien, à me plonger aussi dans l'univers de toute cette époque. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très riche, très intéressant, captivant. Et voilà, j'ai quand même souligné pas mal de choses à chaque fois dans ce livre. Et ça parle beaucoup de nature humaine, ça parle beaucoup d'art aussi. Ça parle de ce que représentait aussi Rome pour l'époque, c'est ça qui était très intéressant, de se rendre compte de toute la puissance qu'avait Rome à cette période-là. Voilà, j'ai bien aimé, je l'ai lu presque comme un livre de fantasy en fait. On voit vraiment toutes les intrigues politiques, toutes les choses qui se sont mises devant Adrien, qui l'ont mis à l'épreuve. Et aussi, on se rend compte de la vie de l'empereur Adrien, à quel point il a aussi compté énormément dans cette période-là à Rome. Voilà, c'était très intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, c'était assez compliqué par moments, mais assez long aussi, mais j'en garde quand même un bon souvenir. J'en garde surtout cet intérêt, voilà, cet intérêt que j'ai pu avoir du coup pour cette période-là, alors que à la base, j'étais pas forcément intéressé, quoi. Ça a été le premier livre que j'ai lu cet été. Alors comme d'habitude, je vais faire alterner des romans, des mangas. Et le premier manga que j'ai lu cet été, ça a été 3 tomes de Sasaki et Miyano,
un boys love de Shu Harusono, publié aux éditions Akata, qui voilà, nous parle de manière assez classique d'une romance entre deux amis lycéens. Ça reste classique, mais en même temps ça reste très original dans sa forme. En fait, j'aime beaucoup les mangas qui innovent dans leur forme. Et en fait, on va retrouver un peu comme le manga Les Saisons Natchan et moi, que j'avais adoré, qui est un de mes coups de cœur de cette année en manga. Là, on se retrouve pareil avec un manga qui est construit au tout départ comme un gag. On va avoir une alternance à chaque fois de 4 cases qui s'enchaînent comme ça. Et en fait, ça va mélanger ça avec le manga typique, le manga romantique typique, avec, comme vous voyez, voilà, des constructions beaucoup plus basiques en termes de manga shoujo, shonen, enfin ce qu'on retrouve généralement, avec voilà des cases qui s'enchevêtrent, qui des fois se retrouvent en double page, enfin voilà, des cases de différentes tailles. Et à chaque fois, en fait, ça va traduire un moment particulier dans la romance qui va être loin du gag, et ça va se retrouver souvent en fin de chapitre. Donc voilà, donc il y a tout un jeu aussi autour de ça. Ça rend le manga beaucoup plus dynamique et on rentre dedans. Ça nous permet aussi de vraiment rentrer dedans. Voilà, après ça reste vraiment classique dans leur forme, dans la romance. Ce qui est assez original, c'est qu'il y a une espèce de mise en abîme, puisqu'en fait notre héros est un fan de boys love et du coup il se retrouve lui-même dans un boys love, et ça c'est marrant parce que du coup c'est un manga qui est toujours dans un second degré, et voilà, on passe un bon moment, on rigole, on sourit, il y a beaucoup de blagues autour de ça, c'est par moments assez parodique, et c'est léger, et c'est très bien fait, je trouve. Donc voilà, donc j'ai franchement bien aimé pour le moment, et j'ai hâte de savoir la suite. C'est un manga boys love à suivre qui est déjà en train de devenir un grand classique du genre, quoi. Puis en fait, moi j'aime bien les romances lycéennes. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les romances lycéennes à la fac. J'aime bien ça. Après, j'ai lu, non pas un roman, mais un récit personnel, Le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani, publié aux éditions Folio, qui est en poche aujourd'hui maintenant. C'est un récit que Leila Slimani écrit dans le cadre d'une opération où elle doit se rendre dans un musée à Rome aussi, ça se passe en Italie il me semble. À Venise, dans les collections d'art de la Fondation Pinault, et elle va passer une nuit blanche là-bas pour écrire. Donc c'est une opération éditoriale, etc. Donc c'est une sorte de commande en fait qu'elle va faire. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Elle va se rendre là-bas effectivement, mais ça va lui permettre de parler de son rapport à la création littéraire, de son rapport à l'art, à l'écriture, et c'est très intéressant, c'est hyper intéressant. C'est aussi un livre qui est empreint d'une grande nostalgie. On retrouve cette mélancolie un tout petit peu de Leila Slimani, enfin que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi son style. Je sais pas, en fait, à chaque fois que je lis un livre de Leila Slimani, je me retrouve complètement emporté, et surtout, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que je m'y retrouve. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit, je me retrouve beaucoup dans sa manière de voir les choses, de voir la création aussi, de voir l'écriture. Je m'y retrouve énormément, dans son style sensoriel, sensuel. Il y a toujours une espèce de sensualité, elle est toujours attirée par des senteurs, par l'art, par des sensations, par le goût, par tout ça. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime beaucoup chez elle et dans son écriture. J'ai passé un agréable moment à lire ceci. C'est très inspirant. Ça m'a beaucoup inspiré. Je le relis d'ailleurs. Des fois, je le refeuillette. Et je relis tous ces passages que j'ai soulignés. Et il y a beaucoup de références, évidemment, de références culturelles, de films, de peintures, de livres,
que j'ai noté et que j'aimerais beaucoup découvrir moi-même. Voilà, j'ai appris énormément à travers ce livre-là. J'ai appris à la fois sur elle, j'ai appris à la fois sur moi, et j'ai appris aussi sur ce qui nous entoure. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et puis il y a beaucoup de choses qu'elle dit par rapport à, par exemple, à Virginia Woolf. Une chambre à soi a été aussi pour elle une grande lecture. C'est une lecture qui la façonne aussi en tant qu'écrivaine. Et il y a notamment ceci qu'elle dit, et qui pour moi en fait me parle énormément. Elle dit juste cette phrase: je voulais conquérir le dehors. D'ailleurs, elle dit pas, mais elle écrit, mais moi je l'entends, et on entend beaucoup la voix de Leila Slimani dans ce livre. Je voulais conquérir le dehors. C'est pas anodin de dire ça. Et puis elle fait aussi une espèce d'ode à la nuit que je rejoins totalement, parce que moi, je suis, je pense, un peu noctambule. J'aime les nuits, j'aime la nuit, j'aime me rendre à des fêtes, j'aime danser toute la nuit, je suis fasciné par tout ça, je suis fasciné par les gens qui dansent la nuit, par les gens qui vivent la nuit. Je suis fasciné par tout ça, je suis fasciné par la nuit, et elle aussi c'est le cas, c'est exactement pareil. Et du coup, je voulais conquérir le dehors. C'est un tout petit peu comme si elle disait: je voulais conquérir la nuit, je voulais conquérir à la fois ma féminité, je voulais conquérir la vie en fait, et je voulais conquérir la fête et tout ce que ça avait aussi, tout ce que ça engendre. La fête, c'est pas seulement s'amuser, c'est pas seulement des rires, c'est aussi beaucoup de larmes, mais c'est aussi beaucoup de mélancolie en fait. Et voilà, donc on retrouve tout ça, enfin moi j'ai retrouvé tout ça, et ça a beaucoup fait écho avec ma propre pensée, ma propre réflexion, et avec moi aussi ce que je suis. Et je pense que ça le ressent à la manière dont je parle de ce livre-là. Je peux pas en parler autrement que de cette manière hyper personnelle, parce que ça a fait appel à, voilà, à ma vie, à ce que moi aussi je ressens, et à mes sentiments. Et je pense que j'aurais pas aimé ce livre-là s'il n'y avait pas eu tout ça. Donc forcément ça joue. Donc forcément je suis pas très objectif, mais j'ai adoré ce livre-là, et je le dis. Et je t'invite à le lire, évidemment, c'est un conseil. La nostalgie m'a appelé et m'a dit oh tiens, tu te souviens de ce dessin animé que tu regardais quand tu étais enfant? Un dessin animé qui présentait un jeu de cartes que tu jouais après à la récré avec tes amis, que tu collectionnais aussi d'ailleurs toutes ces cartes. Et d'ailleurs j'ai très envie du coup de me remettre à recollectionner ces cartes. Je parle évidemment de Yu-Gi-Oh! Que j'ai lu après avoir appris le décès de son auteur, Kazuki Takahashi. Et du coup, j'ai redécouvert Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du duel! Il y a une grande différence entre le manga et le dessin animé. Et ça m'a surpris. Agréablement surpris, je sais pas, parce que des fois j'étais un peu frustré parce que j'avais envie de retrouver presque exactement ce que je voyais en fait dans le dessin animé. Et c'est pas le cas. Là, le manga est beaucoup plus sombre que le dessin animé. Il est beaucoup plus fantastique même que le dessin animé. Il y a vraiment un côté très fantastique. Je peux pas le dire autrement. Et en fait, Yu-Gi-Oh! Ça nous parle pas de cartes. Yu-Gi-Oh! Au tout début, pour le moment, ça nous parle surtout de jeu. Et ça nous parle du jeu des ténèbres. Ça nous parle d'un garçon qui s'appelle Yugi, qui va avoir une double personnalité quand il va réussir l'énigme d'un trésor. Un trésor millénaire, qui est le puzzle millénaire, et qui est donc en fait cette espèce de triangle millénaire ici, qu'il porte à son cou. Et en fait, ce triangle millénaire a une sorte de malédiction, c'est que quand on réussit son énigme, il y a une double personnalité qui s'empare de nous,
et qui va du coup s'emparer de Yugi. C'est un manga qui est cruel. La double personnalité de Yugi, c'est une double personnalité qui est cruelle, qui va réussir à battre ses adversaires, hein, qui ne sont pas non plus tout roses, loin de là, qui sont les méchants de cette histoire, mais tout en leur donnant une leçon, mais une leçon cruelle. Et Yugi n'est pas si gentil que ça. Alors que dans le dessin animé, on pourrait croire qu'il est gentil, il est charismatique, il est tout ce que tu veux, il est sûr de lui, il arrive à réussir à comprendre toutes les énigmes qui sont face à lui, mais il est très intelligent, mais en même temps il est cruel. Et en fait je pense que cette cruauté-là de ce personnage qui m'a surpris. Et voilà, donc du coup ça nous parle pas du tout de cartes, ça nous parle de plein de jeux différents, comme les Tamagotchi par exemple. Voilà, donc il y a c'est tout un discours autour de la thématique du jeu. Après, plus on avance et plus ça se recentre sur les cartes. Et du coup, j'ai hâte d'arriver à ce moment-là, mais j'y arrive juste au niveau du tome 8, et c'est le dernier tome que j'ai lu. Et là, on est vraiment... là, ça se rejoint, du coup, ça rejoint le dessin animé. Mais il faut attendre le tome 8, quoi. Donc, il faut être patient. Donc, j'ai bien aimé, même si j'ai été plus ou moins frustré. C'était quand même très intéressant de voir justement toutes ces petites différences. Pour ce qui est des dessins, au début... c'est très particulier, c'est vraiment particulier comme dessin, comme trait. Le dernier livre, le dernier roman que j'ai lu depuis cet été, ça a été Souvenirs de Marnie de Joanne J. Robinson, donc publié dans cette magnifique édition chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, dans la collection Monsieur Toussaint l'Aventure. Alors Souvenirs de Marnie, c'est aussi un film d'animation des studios Ghibli que j'aime beaucoup, qui fait partie qui fait partie de mes films préférés de Ghibli. Pareil aussi, il y a beaucoup de différences entre le roman et le film Ghibli. C'est pareil aussi un livre fantastique. Donc on suit voilà cette jeune fille qui s'appelle Anna. Donc dans cette petite ville qui s'appelle Little Overton. C'est un peu vraiment une vie solitaire quoi. Donc on est vraiment dans ses pensées, dans sa manière de voir les choses, dans sa vision des choses. C'est une jeune fille aussi qui est en colère. En colère, en colère parce que elle est toute seule, en colère parce qu'elle a l'impression que les adultes lui mentent autour d'elle. Et voilà, donc elle est en défiance vis-à-vis du monde adulte, mais aussi du monde en fait qui l'entoure. Et elle a du mal à faire confiance aux autres. Elle-même en fait a lâché prise, elle garde cette espèce de masque en permanence. Ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelque chose qui est très récurrent. Ce masque justement qu'elle porte, qui est en fait un masque social qu'elle porte en présence des autres. La vie de cette jeune fille va être bouleversée quand elle va découvrir, quand elle va rencontrer Marnie, qui est une jeune fille de bonne famille qui vit dans un grand manoir à côté de la mer. Et c'est une jeune fille assez étonnante. Étonnante parce que sa présence est étonnante. Elle arrive toujours quand Anna ne s'y attend pas. Il se passe toujours quelque chose d'étrange en présence de Marnie. Du coup, qui est Marnie? C'est la question que pose ce roman et c'est la question qu'Anna se pose en permanence. Qui est Marnie? Où on va suivre l'évolution d'Anna au cours de ces pages. C'est très intéressant, c'est aussi très émouvant. Surtout très émouvant, doux, amer. C'est un livre mélancolique comme je les aime. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce livre, l'atmosphère de ce livre, le personnage d'Anna, tout ce qu'il y avait autour, le style aussi, qui est un style parce qu'en fait c'est un roman qui est considéré comme étant un roman pour enfants, pour adolescents, préadolescents. Et en fait, je trouve que c'est un style qui est très riche quand même, qui est quand même assez complexe et subtil. Et, et je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les lignes. Et je pense que c'est un livre universel qui va toucher tout le monde, qui peut toucher tout le monde. Ce que je regrette, c'est vraiment la fin. C'est la tournure que prend ce livre. Je regrette un tout petit peu voilà, cette fin qui pour moi est amenée trop rapidement.
Voilà, j'aurais voulu que ça prenne encore plus son temps, même si ça peut paraître assez ennuyant, parce que il se passe pas grand-chose, tout se passe dans l'intimité de ces personnages, dans la construction psychologique du personnage d'Anna et dans sa construction interne en fait. Et c'est vrai que je trouve que la fin du livre vient peut-être de manière trop abrupte, trop brutale. J'aurais voulu que le mystère continue un tout petit peu. Il y a toujours un mystère, hein, mais ça perd de son charme, je trouve, à la fin. Donc voilà, donc ça sera juste le seul bémol que je pourrais mettre durant ma lecture de ce livre-là, par ma lecture de ce livre-là. Et voilà, je trouve que la couverture, elle en dit énormément, sans en dire non plus trop, hein, mais c'est tout à fait l'ambiance du livre. On est vraiment dans cette ambiance-là. Voilà, et du coup, je vais finir cette lecture par un manga, une série de mangas que j'ai lu, qui n'est toujours pas fini, mais qui va bientôt être terminé, je pense. Le manga Eden, donc là je te montre le 8e volume, mais j'ai lu voilà, du tome 1 jusqu'au tome 8. Un manga comment dire, qui mélange plein de genres. Au début, ça commence comme un manga d'anticipation de science-fiction. Et c'est vrai que c'est un manga de science-fiction. En fait, au fur et à mesure, ça devient un manga thriller d'action, d'enquête. C'est un manga où on est plongé dans la mafia, où on est plongé dans des gangs, dans tout l'univers de la prostitution, et en même temps, ça mélange. Il y a un virus qui fait des ravages. On est dans un monde futuriste, mais en même temps assez proche du nôtre. Donc c'est ça qui est assez déstabilisant, je trouve, dans ce manga, c'est que ça nous touche encore aujourd'hui. Alors que c'est un manga qui date des années 90, fin des années 90, début 2000, qui est un classique aussi justement du manga d'anticipation et de la science-fiction. Et en fait, ça reste très actuel par tous les enjeux qu'il évoque, que ça soit justement à travers ce virus, donc l'enjeu sanitaire. Ça, c'est très déstabilisant d'ailleurs quand je l'ai lu parce que forcément on pense à la guerre en Ukraine, forcément on pense à tous ces conflits qui se passent dans le monde, on pense à la Chine, on pense voilà à tout ça, à la Russie et tout ça, on parle clairement aussi de tout ça. On parle de l'Afrique aussi. On parle des enjeux internationaux dans ce livre. Et je trouve que c'est très riche. Ça fait énormément écho à ce qui se passe aujourd'hui. Et en même temps, du coup, il y a cette part de science-fiction avec des robots qui sont créés, tueurs, des, des espèces d'entités qui se forment justement grâce à ce virus qui se développe au fur et à mesure et qui finit par, je sais pas, par créer une sorte de champ magnétique. Enfin voilà, on part vraiment très très loin dans ce manga. Peut-être parfois un peu trop loin d'ailleurs. Ça serait mon bémol, c'est que je pense que j'ai pas tout compris pour le moment. En tout cas, au milieu du manga, j'étais perdu. Je lisais le manga et j'étais là, mais c'est qui déjà ce personnage? C'est qui déjà? C'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'il cherche? Enfin, voilà. Donc j'étais obligé de revenir souvent à avant. J'étais obligé de lire des résumés sur internet pour essayer de mieux comprendre le manga. Donc je trouve que c'est un manga qui est assez complexe quand même, par justement tous ces enjeux qu'il évoque. C'est une espèce de pot pourri de plein de thématiques. Il y a la thématique de la religion, la thématique liée à l'humanité en fait. Voilà, c'est tout ça. C'est un manga qui parle de l'humanité et de toute sa cruauté, de toute sa bonté, voilà, de tous les aspects de l'humanité. Donc c'est pour ça, c'est très complet, très profond par moments, mais en même temps, ça nous perd un tout petit peu. Je sais pas pourquoi, mais quand je lisais ce manga, ça me faisait penser à la série Lost, parce que je trouve que ça pose quasiment les mêmes questions, liées justement à l'humanité, liées à la religion, liées à cet instinct de survie, liées aussi aux relations qu'il y a entre les différents personnages. C'est un manga aussi qui pose la thématique de la diversité, qui vient mettre en avant des personnages gays, homosexuels qui font partie de minorités. Là où c'est un peu moins précurseur, je trouve, c'est dans le développement des personnages féminins. Je trouve qu'il y avait parfois un manque dans la question de la prostitution aussi. Voilà. Mais donc voilà, Eden de Hiroki Ando, je suis très content
de les lire, de découvrir. C'est très riche. Je conseillerais pas à tout le monde, hein, parce que c'est aussi très violent. Et il faut s'accrocher, voilà, comme je disais, il faut vraiment s'accrocher pour essayer de comprendre les enjeux. Mais je suis très contente de le lire parce que c'est un classique du manga et que quand même, je reste quand même attaché à l'histoire, je reste quand même intéressé par ce qui se passe. C'est très fort et je pense que c'est un de ces mangas qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, peut-être. Et peut-être un des mangas, un de ces classiques du manga qu'il faut avoir lu, je pense. Quand on aime le manga parce que c'est un manga précurseur de beaucoup de choses. Au final, du coup, je t'ai même pas parlé de l'histoire, mais je t'avoue que c'est assez dur à résumer. Il y a un virus qui sévit, qui a décimé une grande partie de la population humaine. Et puis en fait, on va suivre toute la reconstruction à travers le personnage d'Elijah et de sa sœur. Et du coup, on va les suivre aussi au cours des années. C'est un manga qui se développe sur plusieurs périodes. Donc on va suivre des personnages qui grandissent, qui vieillissent. Et voilà quoi, donc du coup on suit la reconstruction qui ne se fait pas de manière très sereine et qui en fait peut-être va d'ailleurs plus vers une destruction que vers une reconstruction de l'humanité, de la société humaine. Et c'est la question que pose ce manga. Comment faire société? Si ça s'appelle Eden, ce n'est pas non plus pour rien parce que il y a cette espèce d'idéal en fait. On va suivre des personnages qui en fait se font la guerre parce que ils n'ont pas le même idéal. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle Eden aussi. Et c'est très, très intéressant et c'est très riche et profond, comme je te disais. Donc voilà pour toutes mes lectures de cet été. N'hésite pas à venir réagir en commentaire, hein, comme d'habitude. N'hésite pas à venir dire ce que tu as lu toi aussi cet été, ça m'intéresse. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, on se retrouve en automne. Ciao, ciao.